Tu vas dans n'importe quelle boîte de tech, tu regardes les dev tools, le dev moyen, il a 10-15 trucs pour être productif. Voilà, pourquoi est-ce que le mec dans une usine est plus con qu'un dev, quoi? Enfin, lui aussi, lui faut ses tools, quoi. Donc, en fait, intuitivement, il va y avoir tous ces tools. Sauf que quand tu regardes, s'ils sont pas interopérés, ça va être la merde, mais puissance 1000. Bienvenue sur Product Entropy, le podcast qui donne la parole aux fondateurs de startups en insistant sur les défis business, UX et techniques qu'ils surmontent ou ont surmonté à différents moments de leurs aventures. Je suis Martin Perrault, CEO de Munity et passionné d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, je reçois Renan Devilliers, CEO de OSS Ventures, un startup studio spécialisé dans la création de startups B2B pour l'industrie. Renan a une vision très opérationnelle et pratique de la création de produits tech innovants qu'il a appris sur le terrain et auprès des pontes de la Silicon Valley. Mais il s'attelle à un secteur peu digitalisé qui n'est pas celui qu'on imagine le plus simple à pénétrer avec du software. Pourtant, ses expériences, sa capacité de travail et sa rigueur lui permettent des résultats incroyables qui rendent justice à sa vision des transformations déjà lancées dans l'industrie. Si vous voulez une méthode solide pour lancer votre prochain produit, c'est l'épisode pour vous. Bonne écoute! Bonjour Renan. Salut. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour qu'on discute un peu product. Je vais essayer de résumer rapidement pour ceux qui nous écoutent, s'ils ne te connaissent pas, ce que tu as pu faire par le passé rapidement et puis où tu en es aujourd'hui avec OSS Venture. Je vais la faire très courte et surtout tu reprends parce que du coup tu vois j'ai pas de notes là, on est en mode freestyle mais c'est trop cool. Talent. Ouais, t'as vu le talent. Si je résume, tu as un parcours universitaire ENS, maths. Tu as fait aussi une école d'ingé avant, je crois. Voilà. Et maths, pour plein de raisons, c'est un truc où tu es bon et qui te parle. Tu comprends ça facilement, tu as certaines facilités, voilà. Tu passes par là, tu te demandes ce que tu vas pouvoir faire avec ça et où ça paye. Notamment parce qu'à cette époque-là, c'est un sujet pour toi important, parce que voilà. Sauf que le NS te force à faire 2 ans pour l'État, vu que c'est comme ça, il faut rembourser ses études, ses super études. Et alors, tu te retrouves à l'OCDE pendant 2 ans. C'est analyste, quoi. Enfin, ça se passe comment? C'est des postes Junior d'analyste. économiste. Mais en fait, j'ai fait de la data science. Ouais, et ça portait le nom déjà un peu? Pas du tout. J'ai juste fait en sorte que les databases des différents instituts statistiques se parlent entre eux. Et à l'époque, c'était pas du tout un taf de data scientist, mais c'était de la data science. Et c'était des scripts Python hyper mal faits, mais ça marchait. Ouais, c'est chaud quand même en fait. Enfin, c'est très chaud à faire, j'imagine. C'était marrant. Ok, trop bien. Et donc au CDE, derrière, par contre, bon, le Day One, quand t'as remboursé, comme tu disais, tu te casses de ça, du côté fonctionnaire. D'ailleurs, question bête, mais tu ne peux plus y retourner quand t'as démissionné de ce genre. C'est fonctionnaire en fait ou pas? C'est une excellente question. Je crois pense que je peux plus. Ouais, je pense que comme les profs, si tu arrêtes, je pense t'arrêtes. que c'est ça, ouais. Ouais. Bon, tu regrettes pas, ça va. Aujourd'hui, tu ne penses pas y retourner pas comme ça, quoi. Donc, après ça, tu cherches ce qui va payer mieux en termes d'économie et de réflexion, etc., et de ce que tu aimes bien faire, mais payer mieux, parce que c'est toujours un sujet assez important, vu d'où tu viens. Il y a pas c'est cool de savoir le dire aussi à cette époque-là, dans un des sujets qui t'importent. Et donc, tu vas chez McKinsey à ce moment-là, c'est ça? Yep. Et McKinsey, tu es analyste, donc tu fais plein de choses, consultant, dans notamment l'industrie. Exactement, les usines. Qui là, et je sais plus, c'est juste ça te passionnait déjà un peu, ou là tu découvres que ça te passionne? C'est vraiment chez McKinsey? J'étais intellectuellement intéressé et je découvre que je suis passionné, ouais. Et donc McKinsey, 2-3 ans, je sais. Ouais, c'est ça. 2-3 ans. Et là, bon, là t'apprends beaucoup, tu taffes à mort, voilà, tu travailles pour des boss qui sont qui sont très smart, comme tu disais, qui t'apprennent pas mal de choses. Tu as dit hier que quand on discutait, ça t'a appris à dire non, notamment. Enfin, ils t'ont appris à dire non à des trucs, voilà, très fermement. C'est vrai. Et bref, voilà, c'est formateur. Et à l'issue de McKinsey, en revanche, pour plein de raisons, notamment perso, etc., remise en question de ce que tu veux vraiment faire. Et là, tu fais un peu la liste et tu vas entreprendre. C'est ça. Là, tu lances une première boîte, enfin, un projet de boîte qui est sur l'égalité des chances. Enfin, comment appeler ça, le fait d'aider les gens qui n'ont pas de boulot à en trouver un qui les sortent aussi de leurs conditions, etc. Yes. Et ce projet se transforme il évolue, vous apprenez, vous êtes comme tout le monde, vous itérez beaucoup, vous apprenez énormément de conneries. Énormément de conneries, voilà, ça va être cool. Ça va peut-être nous inspirer sur les products et ce qu'il faudrait faire et pas faire en comparant dans ton expérience. Et là, vous arrivez donc avec sortir ce qui va s'appeler Chance, yes. qui est plutôt basé à l'époque, mais c'est parti de France au Brésil.
Voilà, et donc vous vivez une aventure un peu folle, ça scale, enfin en tout cas vous embauchez beaucoup, ça monte vite, vous avez beaucoup de ventes, et puis d'histoire en histoire, de la vie de la boîte et des velléités de chacun, qui sort de Chance, Yes. après 3 ans, ouais. 3 ans, ok. Tu sors de Chance après 3 ans avec le même sujet, c'est que maintenant par contre, t'as quand même vraiment de quoi faire ce que tu veux, ce qui est cool, tu vois. Plus libre. Je me rappelle plus, à ce moment-là, comment tu reviens à l'industrie, tu vois. J'avais envie de faire un peu autre chose. J'avais aussi beaucoup vendu au HR. Et c'est pas un monde que j'aime beaucoup. Et du coup, ça m'allait de changer de truc. Je voulais revenir sur un truc que je connaissais, qui était l'industrie et que j'ai toujours adoré. Enfin, juste en 2 minutes, hein, l'industrie, c'est 25% du PIB, c'est 40%, un peu moins des emplois au niveau mondial. Et c'est le dernier endroit où il y a un surdiplômé qui parle à quelqu'un qui n'a pas le bac parce qu'il y a une machine qui marche pas et qu'est-ce qu'on fait. C'est aussi parce qu'il n'y a plus d'usines que ça vote extrême dans tous les pays du monde, aux US avec Trump, etc. Donc c'est un lieu qui est quand même important. Et alors à l'époque, c'était il y a 3 ans, c'était moins la mode, mais c'est aussi 60% des gaz à effet de serre, et c'est le lieu social, sociétal. Donc en fait, c'est un peu le lieu qui concentre tous les sujets en ce moment, tout ce qui va pas. Donc je voulais y retourner. Et pour y retourner, au début, je voulais être investisseur. Dans les usines, enfin pas forcément dans la tech ou dans des techs qui vont dans les usines. Je voulais être investisseur dans les techs qui vont dans les usines. Je me suis rendu compte qu'à l'époque, en tout cas, l'écosystème n'était pas ouf. Du coup, j'ai été un peu dingue et je me suis dit, au lieu de faire ça, on va prendre le pognon. Et plutôt que d'investir dans des boîtes qui existent, on va lancer des boîtes qui n'existent pas, que sur des produits SaaS, que dans l'industrie. Okay. Le truc que tout le monde attend dans l'industrie, c'est du SaaS, quoi. À l'époque, c'est chaud. C'est ça. Non, mais c'est exactement. Non, mais ça fait partie de ta vision, et c'est ça qui est intéressant. On va peut-être y revenir sur ça un petit peu. Et juste le détail, c'est ta méthode pour te dire dans quel SaaS je peux investir. C'est un truc qui revient souvent dans tes méthodes, j'ai l'impression. On va le dire tout de suite sur ça. Je crois que tu as pris 3 mois et 250 boîtes à appeler et faire des calls et les voir, un truc comme ça dans les SaaS là. Ouais, comme je suis pas le mec. En fait, j'ai très souvent des intuitions et elles sont très souvent mauvaises, donc je les confronte à la réalité. Et quand je suis revenu en Europe, j'ai appelé 250 boîtes qui faisaient des SaaS dans la tech. Et je me suis rendu compte que, le deal flow, c'est 0,7% des startups qui bossent dans les usines et les opérations, alors que c'est 40% du PIB. Donc, en gros, personne n'y va. Le deuxième, c'est qu'en moyenne, quand même, la boîte moyenne qui fait ça, elle est assez nulle. Les founders sont pas très bons, ils savent pas trop ce que c'est qu'une boîte de tech, etc. Et le troisième, c'est que, moi, ça, c'est mon côté rapia, mais je trouvais que tout était très cher. Dans les outils, quand les pricing dans le prix de la boîte. Ah, le prix de la valo, pardon. Okay, la valo, ouais. Du coup, je me suis assez déchauffé et je me suis dit, voilà, je vais le faire make or buy, make. Parce que t'es dev, ça, tu dis, je vais pas acheter ce qui existe, je vais le faire. Voilà. Ok, trop cool. Ok, OSS Venture, du coup, tu fondes à ce moment-là OSS Venture. Est-ce que tu peux résumer la propale de valeur de OSS Venture et voilà, en quelques mots. OSS Venture, c'est un fonds d'investissement. Donc, nous, notre métier, c'est de détenir des parts d'entreprises à très forte croissance technologique qui bossent dans les usines. Et notre modèle opérationnel, c'est de dire, au lieu d'investir du pognon exclusivement dans les boîtes qui existent déjà, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle le réseau des preferred partners, c'est-à-dire des usines. Aujourd'hui, il y en a 800 qui sont fédérés et on bosse avec eux pour trouver des solutions à leurs problèmes. Et pour eux, c'est gratuit jusqu'à ce que ça marche. Donc, ils sont assez contents. La deuxième partie, c'est les founders. C'est-à-dire, nous, on recrute des founders qui montent des boîtes avec nous et on leur file 70% du capital. Enfin, ils prennent 70% du capital. Et la dernière partie, c'est l'équipe et la méthodo. Donc, moi, j'ai 20 personnes full-time, que des designers, que des tech et des product managers. Et en fait, le boulot, au jour le jour, c'est de faire les produits avec les founders sur les marchés en bossant en co-construction avec les preferred partners. C'est littéralement ce qu'on fait tous les jours. Ça fait 3 ans qu'on existe, on a lancé 12 boîtes. Au début, on était 4, maintenant on est donc 20. Et il y a en tout presque 200 personnes qui bossent dans l'ensemble des boîtes. On est live dans 800 usines. On devrait finir l'année à 10 millions d'ARR. Inch'Allah, je touche du bois. Et on a pour objectif de faire x3 tous les ans. Ok, super. Et du coup, c'est marrant, donc dans les cross-ressources de la team OSS pour les boîtes, que du product. Enfin, en gros, je veux dire product tech. T'as pas mis 2-3 shark sales pour aider les gars, et alors, après, ils sont transversales. Il y a 2 growth, mais c'est des growth, c'est pas des sales. Okay. C'est vraiment pour de la growth plus, on va dire...
de l'automatisation. Ouais, exactement. Des process d'acquisition. Ouais. Pas trop chemise manche courte, big 4 couleurs dans la poche. Ok, c'est étonnant ça, on va peut-être en parler un petit peu après, parce qu'un go-to-market d'usine, instinctivement, je suis pas très fort en industrie, hein, dans l'industrie, je me dis que bah, tu dois passer du temps au tel et que c'est pas avec mon LinkedIn Ads que je vais les avoir, quoi. Mais on pourra peut-être en parler aussi après. Ok, super, merci. Donc, ouais, 16 Ventures. Aujourd'hui, combien de boîtes tu m'as dit? Tu as dit 200 personnes en 12 tout. boîtes. 12 boîtes, pardon. 12 boîtes, toutes SaaS. Yes. Très peu de hardware dans ces boîtes. Il y en a 2 où il y a une composante hardware, mais c'est ce qu'on appelle les hardware enabled SaaS, où le hardware est un prétexte pour mettre en place le SaaS. Ok, super. Et donc, tu processises beaucoup de choses, on l'a dit. Et tu as appris à faire du product à un moment. À quel moment, toi, tu as eu cet aspect? On va y revenir parce que c'est important pour toi, le product. On l'a vu, hein, dans ta team, il y a quand même du tech, du product. Et product, je pense, en France, on ne le comprend pas forcément bien. On va peut-être pouvoir en parler. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, faire un product? Et c'est pour ça que moi, je dis, t'as pas de sales, du coup, qui fait de la discovery, tu vois. Parce que dans ma tête française, le sales fait beaucoup de discovery, tu vois. Mais en fait, non. Le product, c'est aussi la discovery à mort. Donc ça, on peut en parler, en fait. À quel moment, toi, ça t'a popé dans la tête, même avant OSS, si on revient là-dessus, tu vois? Pour moi, il y a un peu 3 moments. Il y a un peu 3 moments où j'ai évolué sur ma façon de penser le produit. En fait, moi, je fais du produit depuis que je suis tout petit, hein. Quand j'avais 12 ans, j'ai codé Zelda sur ma TI 83. Donc, c'est le premier produit. Je l'ai vendu à mes petits potes. Je le vendais 20 balles. Hein. Donc, c'était mon premier produit. Et en fait, de ça jusqu'à 27 ans à peu près, je faisais du produit en mode hacker. Donc, en gros, je faisais des scripts. Je faisais en sorte que ça marche. J'avais aucune pensée produit. J'avais pas de process. J'avais pas de machin. Mais je hackais des trucs et je codais. Toujours été un nerd. Donc je codais. Donc, ça, c'est vraiment une première partie. La deuxième partie, c'est quand j'ai monté ma boîte, ma première boîte, chance, où là, en fait, j'étais obligé de faire un produit, mais il fallait qu'il soit répétable, il fallait qu'il soit machin. Et du coup, j'ai commencé à faire des produits en me disant comment est-ce que je fais pour que ce soit un produit qui soit utilisé, répétable, avec un business derrière, avec des choses. Je l'ai fait sans aucune méthode. J'ai essayé de lire des bouquins, j'ai fait toutes les conneries possibles et imaginables avec mes cofondateurs et ma cofondatrice. Notamment, un exemple, c'est j'ai codé 6 trucs, dont 3 avant d'aller parler à un user, parce que tu comprends, on était tellement intelligent que ça servait vraiment à rien d'aller parler à un user. Et franchement, c'est avec un bol monumental que la 7e itération produit a trouvé son marché. Et c'est ce qui a lancé la boîte, chance, etc. Le 3e moment où vraiment probablement une des plus grosses claques que j'ai pris dans ma vie, c'est quand il y a des gens à SF qui ont investi, donc à San Francisco, qui ont investi dans la boîte que j'ai montée. Et pas n'importe qui d'ailleurs. Ouais, Google. Google, quoi. Et ils nous ont invités à SF, et notamment j'ai pu faire des trucs de produits ASF. Et le premier mec qui m'a parlé de produits, c'était le mec qui a fait Gmail. Donc là, tu t'assois et t'écoutes. Oui, monsieur. C'est ça. Et tu baisses les yeux. Et en fait, j'ai repris tous les trucs qu'ils disent. Et j'ai eu ce training qui est juste exceptionnel. Si jamais un de tes auditeurs peut le faire, ça s'appelle Assistant Product Manager chez Google. Et en fait, c'est là, déjà, j'ai compris un truc fondamental, c'est que le produit, c'est 3 trucs. C'est de l'UX, c'est-à-dire qu'est-ce que les users veulent bien faire. C'est de la tech. Qu'est-ce que tu peux créer sans que ça devienne un énorme bordel ou que ça te prenne 10 ans avant de pouvoir faire du pognon. Et 3, c'est du biz. À savoir, c'est quoi ton positionnement business de ton produit, c'est quoi ta strat, etc. En fait, au centre de ces 3 trucs, c'est le produit. Et du coup, le produit, pour moi en tout cas, c'est la voie rêvée pour derrière avoir sa boîte ou faire des choses, parce que tu es le CEO du product et tu définis ce que doit être le produit. Malheureusement, aujourd'hui en France, la plupart des produits qui scale vraiment et qui sont ouf, ils n'ont pas été créés en France, ils ont été créés à San Francisco. Donc la produit comme discipline, moi j'interviewe plein de gens pour devenir product manager, notamment chez moi. Et en fait, tu as des project managers glorifiés qui font des tickets sur Jira. Tu as des gens qui font de la strat mais qui savent pas faire une ligne de code. Tu as des consultants qui veulent pas aller parler aux users. Enfin, tu as très peu de gens qui au moins se disent ok, c'est les 3 trucs, c'est de l'UX, c'est de la tech et c'est du business, et qui ça a aussi un exercice d'humilité, c'est-à-dire que je connais pas de gens qui font vraiment du produit tous les jours qui disent je suis bon en product, quoi.
On est tous nuls, c'est juste, il y en a qui sont moins nuls que les autres, et il y en a qui sont plus processés. Mais par contre, au moins, quand tu sais ce que tu cherches, c'est plus facile de jouer. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Et puis ça appelle quand même, comme tu dis, on peut pas se dire bon parce que c'est de la remise en question perpétuelle. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce que le mec est pas déçu quand même là? Ou pourquoi il y a du churn? Il y a toujours du churn. Voilà, donc voilà, c'est jamais bon. Mais ouais, ok, super. Et c'est marrant, assistant de product donc chez Google. Et du coup, dans une orga, j'imagine, parce que là, ils te mettaient sur des produits réels qu'ils étaient en train de bosser. Enfin, par exemple, quand tu C'est assez théorique. C'était assez théorique. Ok. Tu dis le product, il est CEO du product. Et il t'explique un petit peu comment se positionner, parce qu'en fait, c'est effectivement CEO du product avec des mecs au-dessus des founders qui ont une vision. Toi, tu essaies de gérer un produit qui doit trouver son marché, parce que sinon, ils vont dire merde, mais non, mais qu'est-ce que vous faites? On n'arrive plus là. Bah, déjà, c'est difficile. en fait, il n'y a pas de cas où le produit, c'est pas le founder. En tout cas, chez OSS. Et pareil chez Google ou chez les boîtes qui sont venture-backed. Moi, quand je vois un founder qui est ex-consultant et qui m'explique qu'il a recruté un mec qui était product manager à la SNCF et qui connaît très bien Jira et que du coup, son idée va marcher, c'est pas je sors mon fusil, parce que c'est plutôt je suis triste, quoi. Je suis triste parce que ça marchera pas. Parce qu'en fait, surtout dans une boîte de SaaS, à part le produit et le go-to-market, il n'y avait pas vraiment de troisième sujet, quoi, avant d'avoir une équipe. Donc si tu sais pas faire les deux sujets, bah t'as un problème, quoi. Ouais. Et donc en fait, ce qui te reste en tant que founder, quand tu es product, notamment dans tes boîtes, c'est de process, comment tout le monde va bosser. Parce que toi aussi, t'es product, tu te rends compte de ces sujets importants. Et parlons un peu de ces process. Yes. Et peut-être ça part de la discovery, on va faire dans l'ordre, quoi. Tu lances un sujet, et voilà, et comment ça se passe, quoi. Enfin, alors, en fait, il y a un truc qui est très très particulier et que j'ai mis du temps à comprendre. Là aussi, c'est Google qui m'a vraiment appris ça, c'est que quand tu gères du chaos, et en fait, surtout early stage, quand tu sais pas quel produit tu vas faire, quel marché tu fais, etc., quand tu gères du chaos, ce qu'il faut pour gérer le chaos, c'est plutôt plus de process que moins de process. En fait, l'idée, c'est de dire, donc nous, c'est des cycles du lundi au lundi, et en fait, le lundi, on dit, ok, c'est quoi qu'on teste? C'est quoi la dernière version de ce qu'on pense être ce qu'on devrait faire? C'est quoi la dernière version de ce qu'on pense être la solution, le pricing, le machin, les personas, pourquoi, le comment? On se met la dernière version de ce qu'on pense, et on se met là où on n'est pas sûr, et du coup, on se définit qu'est-ce qu'on veut tester. Donc ça, c'est la partie discovery. On définit ce qu'on veut tester en une semaine. Donc typiquement, on va se dire, on bosse sur le sujet des ERP, on a fait 50 interviews, et en fait, on pense que si on propose un cycle de déploiement plutôt en 3 semaines qu'en 18 mois, et qu'il n'y a pas de consultant, et donc ça coûte 5 fois moins cher, parce que tu fais du no-code sur les process, donc 1, 2, 3, on pense que ça, c'est la folie. Du coup, comment on fait pour voir si c'est la folie ou pas? Ben, on va faire entre 10 et 20 user interviews de façon ultra structurée, sans leur dire si je faisais ça, qu'est-ce que tu en penses? Parce que les gens disent oui, parce qu'ils sont gentils. Donc on dit combien tu payes. Et si le mec dit c'est compliqué, ça veut dire non. Donc on essaie vraiment de faire ces discovery sur le marché. On utilise aussi d'autres data points, on utilise le benchmark, on utilise des competition overview, etc. Mais on est vraiment plutôt centré sur le user, sur le business. Et en fait, nous, on fait de la discovery en même temps user et business. Tu parlais des sales. Moi, c'est les product managers et designers qui disent tu payes combien copain, quoi. Et donc, la semaine d'après, on se dit qu'est-ce qu'on jette, qu'est-ce qu'on garde, sur quoi on itère, c'est quoi qu'on a appris. Est-ce qu'on a appris que, en fait, je sais pas, dans les nombreux trucs qu'on a appris chez OSS, par exemple, on a appris que les mecs d'école bleue, ils veulent pas rentrer leurs compétences. Enfin, il est impossible de demander à l'école bleue de gérer leurs compétences. Bref, tu vois, on apprend des trucs comme ça, et on dit, ok, vu que c'est ça la réalité, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Donc ça, c'est la partie discovery. On fait des itérations d'une semaine. Historiquement, la boîte la plus rapide, c'était au bout de 4 semaines, on est sorti de ça. La boîte la plus lente, c'était plutôt 16. Ok. Parce que tu arrives à processer, tu fais de la cible hyper répétable aussi. Genre tu reprends 20 et c'est un batch quasi identique dans la persona, l'orga, la taille de l'orga, et tout, parce que c'est hyper dur sinon d'avoir une data fiable, quoi. Exactement. Ouais. Et du coup là, on parlait de process, mais il y a aussi, nous, on raisonne beaucoup par livrable. Donc en fait, on a ultra standardisé les livrables. Donc en gros, les personas, les customer journey, les pain points, les design criteria, les machins. À chaque fois, on a des templates.
Et en fait, tu te fais pas chier à refaire le template, juste tu réfléchis, quoi. Donc ça, c'est la partie discovery. Cette partie discovery, elle s'arrête, on a une gate, et la gate, c'est 3 personnes qui payent. On a ce qu'on appelle, nous, le 10x. Le 10x, c'est 10 fois mieux que l'alternative. C'est pas 30% mieux, c'est 10 fois mieux que l'alternative. Et on sait qu'on peut le build d'un point de vue tech en 3-6 mois. Donc ça, c'est premièrement. En fait, à ce moment-là, on n'a pas forcément complètement dérisqué le marché, mais en tout cas, il y a 3 gens qui payent, différents. Donc déjà, c'est pas mal. Pourquoi 3 ? Pour faire en sorte que tu t'attaches pas à un seul client et que du coup, en fait, tu over-engineer ton truc et ton produit, et du coup, ça scale pas. Une fois qu'on arrive à ce premier truc, on part en hyper-build. Donc là, dans l'équipe, on rajoute des techs, on va rajouter des designers un peu plus juniors qui vont plutôt faire de l'UX, des trucs comme ça. Et là, on part en hyper-build et on build le V1. On build la V1 en co-construction avec les gens qui nous ont dit qu'ils étaient prêts à payer après, jusqu'à ce que ça marche. Du coup, ça marche. Notre définition de ça marche, c'est live, dans 3 endroits différents, et ça fait la valeur créée. Ça, c'est 12 à 18 semaines, pareil. Itération d'une semaine, et on build. Une fois qu'on a fait ça, on part sur la stratégie go-to-market. Donc, tu écris des testimonials clients, tu machin, ce truc, et tu définis quelle target précise, comment elle marchait, quelle tête il a, ça va être quoi ton sales cycle, ça va être quoi ton coût d'acquisition, comment est-ce que tu y vas de façon répétable, bref, tu définis tous ces trucs-là, tu mets en place les process répétables et tous les trucs répétables qui font que ça marche. Ça, c'est du côté plutôt go-to-market. Et du côté product, tu as tous les feedbacks des utilisateurs, plus tu vois tous les trucs nouveaux que tu peux faire et les nouvelles externalités, les nouvelles features, etc. Là, normalement, ça pop parce que si tu as du monde en live... et en fait, tu as ta roadmap. Donc, tu as ta roadmap, tu sais ce qu'il faut faire, tu commences à recruter des techs et tu y vas. Quels sont là tes process quand tu vois les équipes ? Parce que c'est un moment où elles commencent à grossir, un petit peu à grossir en fait. C'est une bonne étape de passer, ils bullent de product. Ouais. Est-ce que là, toi, sur la tech, tu as des process où tu dis aux gars, bon, maintenant, jouez, vous êtes founder, réinvente la roue si tu veux. Tu vois. Déjà, moi, j'ai un CTO dans l'équipe, parce que je suis nerd, mais il faut passer la main sur certains trucs. Et il a une équipe de dev, et en fait, on a ce qu'on appelle, nous, le base project. En fait, le base project, c'est une partie du stack qui est commune à toutes les boîtes, notamment tout ce qui est SSO, login, cybersec, le back, c'est tout le temps le même. Donc, nous, on est... framework, en fait. Ultra framework, Vue.js pour le front, avec un framework, je sais plus lequel, en plus, on top of that. Et on utilise un backend manager qui est Firebase pour le back. Et en fait, pourquoi est-ce qu'on utilise un backend manager Firebase ? Parce qu'en fait, derrière, comme Firebase, basiquement, tu designes ton microservice juste avec API in, API out. Si jamais il faut que tu le builds, en fait, tu builds que ce microservice-là et tu te fais pas chier et tu laisses le reste aux autres endroits. Ça, c'est d'un point de vue purement archi. D'un point de vue data model, en fait, on a piggyback sur le data model qui est le plus commun aujourd'hui dans l'industrie, qui s'appelle le Common Data Model, qui est le data model sur lequel sont en train de converger SAP S4HANA, Microsoft Dynamics et Microsoft tout court, Dassault Systèmes, enfin les gros du secteur sont en train d'essayer de converger là-dessus, parce que quand tu regardes, en fait, dans le marketing, il y a eu une explosion de la valeur créée, parce qu'il y avait un Common Data Model qui était schema.org, et ça a permis en fait l'interopérabilité out of the box, et ça permettait en fait d'être hyper fluide dans le fait de bosser ensemble. Ça, c'est côté, on va dire, monde western. Dans le monde eastern, en Chine, t'as Tencent et Alibaba qui ont défini le data model de tout. Et du coup, en fait, t'as juste un SDK, et c'est comme ça. Voilà. Donc, c'est assez facile de te connecter. Et c'était poussé par le CCP. Aujourd'hui, en Europe, on n'a pas ça. Du coup, c'est le bordel. Du coup, t'as un énorme sujet de data model, et notamment dans toutes les boîtes, c'est un des trucs sur lesquels on bosse. C'est que aujourd'hui, nous, nos SaaS, on les met en place en 1-2 semaines, dès qu'il faut se connecter à l'ERP, etc. 75% de la douleur, c'est ça. Ça, c'est le premier truc, tu vois, d'être technique. Après, il y en a un autre, c'est que les boîtes, elles avancent, elles font des trucs, et elles ont des trucs un peu exotiques, et les build. Et du coup, quand tu build, tu prends de la dette. Et typiquement, tu vois, j'ai un exemple sur une boîte que je nommerai pas, mais ils ont fait rentrer un lead dev, très bien, très sympa, un peu jeune, et il fallait développer un gros truc avec une feature drag and drop, machin, enfin des trucs chiants. Il a pris le framework qu'il connaissait au lieu du framework qu'il fallait, et il a fait perdre 2 quarters à la boîte, pour une boîte qui est vieille de 5 quarters. Il a fait, pendant 2 quarters, il s'est rien passé en tech. Ça n'a pas failli planter la boîte, parce que la boîte était tellement partie vers le haut que ça allait, mais t'as quand même pris une dette de ouf, et tu pouvais t'interopérer à rien, parce que le data model était pété, etc. etc.
Bon, il s'est fait virer, mais par contre, on a perdu 2 quarters. Et en fait, d'une façon générale, c'est très très dur de manager ça, parce qu'en fait, en vrai, c'est marrant, parce que nous, les techs, on est assez mauvais à notre job. Si on se regarde avec un peu d'honnêteté, les trucs qu'on fait, ils sont pas très interopérables, c'est tout le temps le bordel, chacun réinvente la roue tout le temps, surtout d'ailleurs. Enfin, je me dis à chaque fois, si on construisait des bâtiments comme on fait du dev, il y aurait pas mal de morts, quoi. Tu vois. Carrément. Ouais, écoute, ouais, c'est hyper intéressant ça. Alors, tu dis c'est hyper dur à manager, j'aimerais bien rebondir là-dessus. Ouais, parce que le mec, il a quand même une équipe, c'est pas tous des noobs non plus en tech, tu vois, autour de lui, vous êtes là, il y a l'équipe. Comment ça passe en fait? Comment, parce que je sais, hein, en gros, je sais que c'est dur, parce que les mecs veulent tous y aller à leur manière et tout. Mais du coup, qu'est-ce que toi tu dirais après ça, par exemple? Bon, non, maintenant le process, c'est les gars, même si c'est un lead dev, il y a quelqu'un qui dit oui, non, ça, c'est pas une bonne idée, faut le lire. Ou tu le lis pas à ce moment-là, tu te dis, il me l'a vendu, il a argumenté pourquoi c'est son framework, enfin son langage et son framework. Et tu vois, comment ça passe ce truc en vrai? Je peux te dire 3 trucs. Déjà, quand tu bosses de près ou de loin avec les GAFAM, tu te rends compte que code review, code standards, c'est un délire, mais que juste tu n'imagines même pas. Ouais, ils standardisent comment est-ce que tu fais des comments, t'as des reviews, mais en fait, cette qualité-là fait que ça scale. Et en fait, cette culture-là, elle commence à arriver en France, et comme on a si peu de trucs qui vraiment passent à l'échelle avec des dizaines de millions de gens, on va pas parler des scènes de CF Connect, on va être charitable, mais en fait, comme on n'a pas cette culture, du coup, c'est ok de faire des trucs un peu la zob, quoi. Ça, c'est le premier. Le deuxième, c'est que quand tu es dans une boîte en hyperscaling, que tu galères de ouf à trouver des devs, qu'il faut manager les égos des devs, qu'il faut manager aussi des gens qui, oui, sont forts, mais ils n'ont pas les poils aux pattes et l'expérience, sauf que tu n'as pas pu te payer le CTO à 150K, qui, lui, va dire « bah non, c'est comme ça », et du coup, toi, t'es founder, et c'est vraiment bon, on a d'accord, et t'es un peu faible, et tu dis d'accord, bah après, tu perds 2 quarters, mais par contre, tu le referas plus jamais. Et nous, OSS, on l'a pas vu, ce truc. On l'a pas vu parce que, tu vois, on est pas... dans l'équipe, tiens, putain, on a 12 boîtes, sûr. Je sais pas, il doit y avoir 80 devs, tu vois, on va pas micromanager tout le monde. On voit pas ce qui est fait. Par contre, à chaque fois qu'il y a des merdes, on le sait, parce qu'on a le petit call. Coucou. Hello. Allô. Ok, bon. Voilà. En fait, c'est marrant parce que aujourd'hui, alors moi, tu vois, moi aujourd'hui, chez OSS, bon, je manage l'équipe, je m'occupe du financier, etc. Mais en fait, mon vrai taf, c'est product. J'ai un CTO qui s'occupe de tech et j'ai un chief revenue officer qui s'occupe plutôt de business. Ok. Quand tu regardes la répartition du temps, par exemple, de mon CTO, je dirais que c'est 60% s'occuper des projets qu'on a en cours. Et à 40%, c'est de la descente en rappel pendant 2 jours, de spéléologie dans la dette technique et de faire en sorte de dépatouiller des fires, quoi. Enfin, tu vois, et les fires, c'est... j'ai mon téléphone, là, je crois que c'était il y a 2 jours, explosion en prod d'une app qui a 24 000 daily active users à 6h du mat. Bon, bah, voilà. Welcome to the real life, quoi. Et typiquement, en fait, ouais, c'est 40%. C'est 40% du CTO. Et après, tu vois, il y a un truc... alors ça, c'est mes lubies, mais un des trucs que j'essaye de faire avec OSS, c'est que ce soit ce qu'on appelle antifragile. Je sais pas si tu connais Nicolas Taleb, mais en fait, antifragile, c'est un truc fragile, c'est tu lui fais un coup, il se casse. Un truc antifragile, c'est tu lui files un coup, il devient plus fort. Et en fait, le truc qui est marrant, c'est que comme mon CTO, il passe 40% de son temps à voir les merdes des boîtes qui ont 2-3 ans sur le stack, il prend les learnings de ok, ça faut plus le faire, machin, et il le réinjecte dans le base project. Comme ça, tout le monde devient un peu plus fort, et les prochaines boîtes qu'on lance, on est capable de leur dire ah tiens, c'est marrant ton idée, parce que ça me rappelle justement il y a 2 ans une boîte qu'on a lancée, ils ont failli mourir, qu'est-ce que t'en penses? Ouais, carrément. Et ce base project, c'est un gros unfair advantage. T'envisages pas de le foutre en open source public un jour, où on te disant tiens, ce framework il est cool, il y a des composants cool, si vous voulez build, allez-y. Franchement, on pourrait le faire. Parce que le vrai, pour moi, ça nous donne 2 edges. Le premier, c'est de la rapidité, c'est-à-dire qu'on ne passe pas du temps à se poser des questions, etc. Et le deuxième, en fait, c'est que ça crée une communauté de gens qui ont strictement le même stack, et du coup, ils peuvent... Tu vois, exactement. Quand tu as les directeurs IT qui arrivent, qui disent « Oui, mais sécurité, eh ben, ça tombe bien, parce que ce base project a déjà passé 40 audits de sécurité, et du coup, j'ai le benchmark de tes Excel à 14 onglets qui m'explique ce qu'il faut faire. Est-ce que tu veux un benchmark de ton audit par rapport à celui des autres ?» Et en fait, ça fait un peu plus sérieux que Jojo et Piccolo
Est-ce que tu penses qu'un mec qui fait un SaaS bien vertical, son SaaS peut exister dans l'usine tout seul, tranquillou? T'es obligé de t'intégrer sur certains trucs. Et en fait, je le prendrais même dans l'autre sens. C'est-à-dire que si t'es complètement standalone, t'es probablement un jouet. Parce que si t'es backbone, parce que t'es cher, parce que t'es important, t'es probablement connecté à d'autres systèmes importants. En gros, hein, aujourd'hui, une usine, enfin les stats de 2020, je crois, est une McKinsey. Une usine, en gros, 75% du budget, c'est le RP. 25% restant, t'es entre 5 et 10 logiciels. Et les amis de McKinsey nous disent, horizon 2035, ERP, budget 35%, le budget aura doublé, le RP aura divisé par 2 son budget, tu auras 20 points de cloud et tu auras 50 points de SaaS, et tu auras entre 30 et 50 SaaS par usine. Mais en fait, ce qui est complètement pas déliant, parce que tu vas dans n'importe quelle boîte de tech, tu regardes les DevTools, le dev moyen, il a 10-15 trucs pour être productif. Voilà, pourquoi est-ce que le mec dans une usine est plus con qu'un dev, quoi. Enfin, lui aussi, lui, il faut ses tools, quoi. Donc, en fait, intuitivement, il va y avoir tous ces tools. Sauf que quand tu regardes, s'ils sont pas interopérés, ça va être la merde, mais puissance 1000. Et ça va être... on le voit déjà, c'est un avantage comparatif quand tu dis, non, attends, moi, je suis pas un blanc-bec, je m'intègre, je peux faire tes trucs, mais ça reste chiant et pas le business, mais il faut le faire. C'est marrant parce que t'as SAP qui domine sans partage, mais qui domine sans partage les très grosses boîtes. C'est-à-dire que si t'as moins de 20 usines, même plutôt 30, t'auras pas SAP. Par contre, si t'es coté en bourse, t'es quasi obligé d'avoir SAP parce que c'est SAP qui fait tes rapports boursiers. Et donc en fait, pour la compliance financière, t'es quasiment obligé d'avoir SAP. En revanche, en dessous, c'est totalement fragmenté. C'est hyper mal fait. J'ai une stat qui est marrante, c'est que la ligne de code moyenne d'un soft dans l'industrie, elle a 12 ans. Bientôt, elle pourra conduire. C'est ouf. Tous les industriels, il y a des trucs que j'aime bien, mais tu vois, c'est un monde d'ingé, c'est un monde de nerds. Du coup, les mecs, ils veulent tous faire de l'AI. Ils disent tous, ouais, mais moi, je vais faire de l'AI. Tu regardes leur ERP, il a 40 ans, machin. Et tu regardes le mec sur le terrain, il a 40 paplards, il est improductif au possible, mais il veut faire de l'AI. Ok. Et en fait, quand tu vas dans le détail, bah, tous les softs qui ont été faits, les data models qui étaient derrière sont juste incompatibles avec de l'AI. T'as des vieilles bases de données AS400, t'as des trucs en Fortran dans les usines, et des bases de données qui s'érasent toutes les 24 heures. Ben, on va faire de l'AI avec ça, copain. Je te regarde, passe devant. Ouais, et du coup, c'est un marché où c'est quand même plus cher de changer que de partir de zéro. Ouais, et puis les cycles sont longs, c'est-à-dire tu changes ton ERP tous les 6-10 ans. Mais par contre, aujourd'hui, quand tu regardes, hein, alors s'il y a des nerds dans le Discord, la dernière conférence de SAP avec le nouveau CEO, là, en fait l'ancien qui a une lunette noire, il s'est fait virer, et lui il a dit, bah, moi en 2035, je vais faire 35% de mon revenu sur l'App Store de SAP qui s'appelle SAP.io, et en fait SAP S4HANA, qui est la dernière version, c'est la première fois qu'il y a de la régression fonctionnelle. Le nouveau ERP est plus petit que l'ancien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça devient immanageable. C'est merde. Et du coup, tu te mets sur le backbone de ce que tu sais bien faire, et tout autour, tu mets des SaaS qui, eux, savent bien faire le truc, qui se plug facilement, etc. Et en fait, ce mouvement-là, c'est un méga trend qui va durer 5-10 ans. Donc le marché va vers là. Après, pour un founder qui voudrait se lancer, faut être bon sur le go-to-market. Parce que si tu vas sur un truc où en fait les cycles d'installation ils sont trop récents, les mecs sont suffisamment satisfaits pour que si tu fais pas littéralement 10 fois mieux, ils vont pas switcher ou alors ils vont pas te donner de pognon, bah dans ce cas, faut pas le lancer, quoi. On a une database de 800 usines en Europe, 40% hors de France, dans tous les secteurs, hein. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que les stats, c'est que tu as 15% qui sont déjà dedans. Ils sont déjà très... tu vas chez Michelin, tu vas chez Seb, tu vas chez Cuisine Schmitt, de façon ultra contre-intuitive. C'est des boîtes de tech. C'est-à-dire, les mecs sont des mecs qui font une boîte de tech. Bon, il se trouve qu'il y a du physique, mais c'est une putain de boîte de tech. Et ils sont super forts. Donc ça, c'est 15%. T'as 50% qui ont compris, qui sont en train d'y aller à des vitesses différentes. Et t'as le reste qui n'a pas compris et ils s'en foutent. Et généralement, ils sont un peu en train de crever d'ailleurs. Et en fait, d'un point de vue sectoriel, ce qui s'est passé, c'est que quand des industriels étaient proches du client final, ils se sont pris la vague du e-commerce dans la gueule. Donc ils ont été obligés de se dire, ok, c'est pas un jouet gadget, il va falloir shifter. Donc ils ont pris des techs, ils ont été obligés, ils ont pris des prestats à 200 000 balles de chat communautaire et puis ils les ont arrêtés parce que c'était de la daube. Donc ils ont fait plein d'erreurs, mais ils ont appris et leur orga, c'est faire de la tech. Et en fait, eux, comme ils savent faire de la tech,
bah, ça a pénétré les opérations, parce qu'ils se sont dit, mais pourquoi? Là, je te prends l'exemple de Cuisine Schmidt, c'est incroyable ce qu'ils ont fait. Cuisine Schmidt, ils ont dit, ok, essayer de compete avec les mecs en Chine, qui sont structurellement 4 fois moins chers que nous, ça va être complicado, quoi. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se positionne sur le luxury entrance de, en gros, jeune couple qui a suffisamment de pognon pour s'acheter sa première cuisine sur mesure, mais on roule pas sur l'or non plus. Et ils ont dit, ok, bah, c'est ça notre créneau. Et du coup, ils ont fait une espèce de configurateur online de cuisine sur mesure, où tu as littéralement des milliards de combinaisons. Et le site e-commerce, quand le mec appuie sur Buy, ça lance un ordre de production dans la menuiserie à côté de Lyon. Et en 24 heures, il te sort un des plusieurs milliards de combinaisons. Et le directeur de prod, il n'y a pas un mec qui a mis ses gants pour le faire à la main, tu vois. Et ils font 30% de marge. C'est magnifique. Ouais, mais tu vois, mais c'est ça, l'hybridation. Et en fait, c'est arrivé par où? C'est arrivé par, ils se sont pris une énorme claque avec le e-commerce, changement de direction avec quelqu'un qui était plus jeune, e-commerce bien fait, ça a fait exploser la production parce que la production n'arrivait plus à suivre par rapport au positionnement stratégique. Et du coup, ils ont réinventé leur modèle de production et il se trouve qu'ils ont viré 60% de leur RP et qu'ils ont recodé le reste. Tu vois? Tu segmentes comme ça le marché, donc toi, tu parles à celles qui sont déjà prêtes, enfin qui taffent déjà et qui veulent toujours s'améliorer, ils veulent toujours faire des trucs, celles qui sont en train de shifter. Et puis les autres, par contre, tu te dis no, quoi. En fait, si j'avais à refaire OSS, je pense qu'une des plus grosses conneries que j'ai fait, c'est pendant 18 mois, je me suis époumoné. Et en fait, statistiquement, une fois sur deux, je perdais mon temps. Et je perdais du temps avec des responsables innovation qui avaient aucun pouvoir et qui avaient. Enfin, C'est toujours ces questions, quand t'as le but, t'as la décision, t'as le budget, ouais, et en fait, tu vois tout de suite le red flag, quoi. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils te racontent des carabistous, ils te disent qu'ils sont hyper innovants. Enfin, déjà, une boîte qui a un département innovation, c'est qu'ils sont pas innovants, hein, parce que sinon, c'est tout le monde qui innove, etc., etc. Et en fait, une des plus grosses conneries que j'ai fait sur OSS, c'est les 18 premiers mois, où en fait, je parlais à des gens et il fallait pas que je leur parle. Donc, je perdais mon temps, et du coup, j'avais un hit ratio sur que les gens travaillaient avec nous, côté usine, hein, qui était beaucoup trop faible. Et en fait, j'ai fait la paix avec ça, j'ai dit, mais c'est pas mon boulot d'évangéliser, enfin, tu vois, je suis pas. C'est pas mon taf. Moi, je travaille avec ceux qui veulent et je les delight et je préfère. Vu que je pense que structurellement, les 15% vont devenir 30, 45, bah, tu vois, il y a 55 000 sites industriels de plus de 100 personnes en France. 15% de ça, ça fait déjà un énorme marché. Tout va bien, quoi. Ouais. En fait, on a un peu une botte secrète dans nos guides d'interview et dans la façon dont on parle, qui est le spécifique. À savoir, tu ne demandes pas à quelqu'un est-ce que tu as le pouvoir, il va te dire oui. Tu demandes c'est quoi la dernière fois que tu as mis en place un SaaS worldwide dans ta boîte? Ah bah jamais, mais j'ai pris mon poste qu'il y a 18 mois. Ah bon? Ah bah super, voici ma carte. Ah mais il y a marqué SAP. Ouais, mais c'est un pote. et, et en fait, pareil pareil aussi pour découvrir les pain points. Tu vois, une des questions qu'on adore poser, c'est de dire est-ce que tu as un bonus à la fin de l'année? Ouais, ok. Et il est indexé sur quoi? Si t'es indexé sur le bonus de la personne à qui tu parles, t'as quand même une bonne chance que ça marche bien. Ok, cool, merci. Bah écoute, un dernier truc, peut-être une question un peu plus random. Tu dois garder 3 apps dans ton téléphone, toi. Tu gardes lesquelles? Alors, WhatsApp, Gmail et Slack. Slack, du coup, chez vous? Tu sais, genre, ça veut dire quelque chose de dingue. Ils ont essayé de mettre Discord, et je dis non. D'accord, très bien. Bon, ça roule. We are not a fucking teenager company. C'est ça. Ouais, très bien. Et du coup, je sais pas, est-ce que vous, là, vous recrutez... Enfin, tu recrutes des founders tout le temps, mais est-ce que dans ta team, tu vois grossir le core team ou pas? Ouais, aujourd'hui, en gros, là, je suis en train de recruter un ou deux product managers. Alors, j'en profite pour dire que du coup, on recrute pas des gens qui disent qu'ils ont déjà fait product manager. On recrute des gens qui veulent devenir product manager, qui sont d'accord pour beaucoup bosser, mais pas des horaires. Hein, on essaie de pas être toxique, mais par contre, beaucoup bosser. Enfin, c'est prenant en termes, c'est intense, c'est intellectuellement prenant, etc. Mais des gens qui veulent apprendre à faire du produit. Donc, on en recrute 2 aujourd'hui. On recrute des designers aussi. Et on est toujours à la recherche de tech, parce qu'en fait, une fois sur deux, les boîtes comme les techs ont super adoré bosser avec les boîtes. Et il y a le founder qui vient et qui me dit oh non, une super nouvelle. Tu sais, le super dev que tu avais recruté, bah en fait, ça te dérange pas si jamais on lui change son contrat de travail. Et du coup, mais c'est bien, c'est le sens de l'histoire. Et puis ça veut dire qu'il y a des trucs qui se créent, tu vois. Mais par contre, en gros,
Moi, je me fais piquer. Je me fais piquer à la core team. Mais en fait, je considère qu'on est un peu comme le centre de formation de Saint-Etienne. Tu vois, C'est ça. on se fait piquer les meilleurs joueurs, mais c'est pour la bonne cause, quoi. T'en emmèneras des nouveaux. Et puis, Exactement. Ok. Peut-être un dernier point sur ce truc-là, c'est intéressant. Là, ça va faire 2 ans, du coup. Tu vis la guerre des talents, là, ou t'es dedans? Enfin, tu sens ce truc qui est une réalité pour toi déjà là. C'est dur d'avoir les bonnes personnes, elles sont trop chères. Enfin, tu vois, comment tu lis tout ça, là? Sur Paris, c'est n'importe quoi, mais en fait, moi j'ai vécu à SF, donc ça reste. Enfin, tu vois, à SF, t'as des mecs qui sortent de Stanford qui te demandent 160K dans le plus grand des calmes. Bon, on n'est pas encore là en France. Après, en France, je trouve qu'il y a encore beaucoup de bullshit. Il y a quelques personnes exceptionnelles. Tu vois, des CMO, des CTO, des lead dev, etc. Il y a quelques personnes qui sont réellement exceptionnelles. Mais tu as beaucoup de bullshit et le niveau moyen de ce qui est fait est pas non plus incroyable. Tu vois, tu as des endroits avec beaucoup de compétences, des Cloudflare, des OVH, des Blablacar, des Sigfox, etc. Mais tu as aussi beaucoup de bullshit. Et du coup, je trouve que c'est surévalué. Donc nous, on a clairement fait un choix qui est de dire on prend des potentiels et on surinvestit sur le training. Et on prend des seniors, vraiment seniors, qui sont dans ce mindset-là. Mon CTO, en 3 ans, il a dû former une quinzaine de devs. On s'en a fait piquer plus de la moitié. Mais maintenant, tu vois, ils ont fait plus un, quoi. Tu vois, ils ont... Il y a eu step up. Ouais, il y a eu step up. Du coup, c'est comme ça qu'on gère ce truc-là, parce qu'il y a aussi un truc que j'aime pas sur l'aspect guerre des talents, c'est le côté ego starification. Et en fait, quand tu regardes ego starification, ça va rarement avec des process de très bonne qualité et de la vraie excellence. Dans tous les gens que tu recrutes, à tous les postes, c'est quoi la stat 1G, pas 1G? C'est pas un biais parce que ça doit marcher, tu vois. 3 quarts, 1 quart. 3 quarts, 1 quart, ouais. Et à tous les postes, en fait. Quasi. Genre, même le sales, il y en a des 1G, quoi. On n'a pas de sales, on n'a pas de gross 1G. On n'a pas de gross 1G. Nos product managers sont tous les deux 1G. Nos designers sont pas 1G. Ouais. Et par contre, après, ouais, les tech, tout ça. C'est vrai qu'il y a un biais assez ingénieur, assez process, assez tech, assez. Mais qui est aussi, tu vois, lié à l'histoire du truc. Et c'est pas mal parce que tu vois, les gens pour qui on se lève tous les matins, c'est une culture ingénieure. Ça match. Ok, super. Bah, merci Renan. Merci à toi. Bon courage. Merci. Difficile de choisir quoi retenir en priorité après cette discussion avec Renan. Personnellement, je garde 3 insights. Au départ d'une startup, il n'y a que le produit et le go-to-market qui comptent. Si ton produit n'est pas interopérable à d'autres chez tes clients, alors il y a de fortes chances qu'il soit un jouet et pas un must-have. Enfin, s'assurer d'avoir 3 clients prêts à payer pour son produit avant de le construire afin d'éviter du sur-mesure non réplicable. À la prochaine sur Product Entropy.